Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour un nouveau JT. Voici les titres de ce jeudi 31 août. L'AS Monaco frappe un grand coup en s'offrant Folarin Balogun. L'attaquant américain a paraphé un contrat de 5 ans avec le club de la Principauté. Nous entendrons ses premiers mots sous le maillot monégasque. Plusieurs nations européennes attendues pour la deuxième édition du Challenge Princesse Gabriella. Cette compétition 100% féminine de pétanque aura lieu ce week-end au Boulodrome Régnier 3. Reportage sur les derniers préparatifs de cet événement à suivre dans ce journal. Quel été pour les restaurateurs monégasques? Alors que la saison estivale touche à sa fin, nous recueillerons le témoignage de l'un d'entre eux, Fabrice Ramirez, directeur du Malitia Mar. Puis nous nous intéresserons ce soir à l'aventure que mène le pirate blanc. Il sillonne la Méditerranée sur son voilier pour collecter des jouets au profit des enfants hospitalisés. Nous le rejoindrons en mer. Monaco, capitale du football européen durant 2 jours. Les tirages au sort de la phase de groupe de la Champions League et de l'Europa League sont de retour au Grimaldi Forum. Le Paris Saint-Germain, Lens, Rennes, Marseille et potentiellement Lille font partie des clubs français concernés. Pas Monaco, qui a terminé 6e au classement l'an dernier. Le club de la Principauté continue néanmoins de se renforcer pour atteindre les objectifs de cette nouvelle saison. Il vient de s'offrir les services de Folarin Balogun. Qui est cet attaquant de 22 ans et en quoi est-ce une belle opération pour l'AS Monaco? La réponse avec Frédéric Elian. Il n'a connu que du rouge et blanc dans sa carrière. Après Arsenal, Middlesbrough et Reims, Folarin Balogun s'est engagé pour 5 saisons avec l'AS Monaco. Auteur d'une première année canon en Ligue 1 avec Reims la saison dernière, 21 buts inscrits en 37 matchs, l'avant-centre international américain n'a pas hésité une seconde avant de rejoindre Monaco. When I had the opportunity from my agent and he spoke to me about the option of me coming to Monaco, I knew for me it was the right fit. The history of the club, a lot of great players have come to this club and I just wanted to be a part of it. So the choice for me was pretty simple. Attaquant axial, capable de prendre la profondeur, adroit devant le but, Balogun était barré à Arsenal et a préféré quitter la Première Ligue pour jouer et continuer à progresser. Un transfert validé par une ancienne légende des Gunners et de Monaco qui a peut-être joué un rôle dans sa venue sur le Rocher. After we played Monaco last season, Thierry messaged me and he just congratulated me for the game. I asked him a bit about Monaco because it was such a beautiful place. I obviously knew that he played there. He told me a bit about the club. After the announcement, he congratulated me and he's happy that I'm here. So I think it's just a good feeling to have the support of someone like him and hopefully I can continue to do well. Balogun s'est entraîné ce matin avec ses nouveaux partenaires. Adi Hütter, l'entraîneur monégasque, a temporisé en conférence de presse concernant une possible présence de l'attaquant américain dans le groupe qui affrontera Lens samedi. Et demain, nous vous présenterons les enjeux de ce Monaco-Lens, match comptant pour la 4e journée de Ligue 1. On reste dans le sport avec la suite de la préparation de pré-saison de l'AS Monaco Basket. Après un stage intensif à Bormio, les Monégasques se sont envolés pour la Turquie pour une série de matchs amicaux à Antalya. Ils ont remporté leur première rencontre hier face à Başakşehir, 94-78. Un succès obtenu à l'usure. Prochain match le 1er septembre. Et regardez cette image anecdotique tournée par la caméra du club. Cette rencontre entre l'actuel entraîneur de la Roca Team, Sacha Obradovic, et l'ancien coach des Monégasques, Zvezdan Mitrovic, 2 hommes qui ont écrit l'histoire du club. Coach Jed entraîne désormais le club turc de Galatasaray. Le Boulodrome Régnier 3 s'apprête à accueillir la 2e édition du Challenge Princesse Gabriella. Cette compétition 100% féminine réunira plusieurs nations européennes, mais aussi des équipes monégasques. À quelques jours de cet événement, l'heure est au dernier préparatif. Le reportage de Fabien Bonilla et Hugo Comassa. 76 doublettes vont s'affronter sur l'ensemble des terrains du Boulodrome ce samedi et dimanche du côté de l'espace Saint-Antoine. Les tribunes sont en train d'être installées pour accueillir une 50aine de personnes assises et les membres du club peaufinent les derniers détails. C'est beaucoup de travail au niveau administratif pour toutes les invitations. Et puis ensuite, vous voyez, là, ils sont là depuis mardi pour faire les terrains, pour faire ce qui reste à faire. Bon, normalement, les terrains, tout ça, c'est entretenu toute l'année. Mais là, voilà, il y a les derniers préparatifs. On change quelques ficelles qui sont cassées. Et voilà.
Le Challenge Princesse Gabriella est d'un niveau relevé. Cette compétition internationale accueille des joueuses venant de France, Belgique, Espagne, Italie, Suisse, sans oublier bien sûr des doublettes monégasques. Nous avons une équipe qui est championne d'Europe en titre, en doublette, donc ils vont jouer ensemble ici à Monaco, c'est Laura Viergeon et Myriam Chambéron. Et puis nous avons 3 équipes de jeunes qui commencent à faire leurs preuves et qui ont fait déjà un quart de finale au championnat du monde, un 8e de finale, et donc on a des bonnes équipes. L'accès pour assister aux rencontres sera gratuit. Le concours débutera par la phase de groupe le samedi à 9h30. La compétition se poursuivra dimanche avec à la clé la grande finale à 16h30. Et nous reviendrons bien évidemment sur le Challenge Princesse Gabriella dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité sportive, Sonny Folkery a participé dernièrement au championnat du monde Ironman en Irlande. Au terme d'un triathlon de 4h57, le Monégasque s'est dit très heureux et fier d'avoir représenté la principauté dans cette compétition. Il se concentre déjà sur ses prochains défis qui l'attendent. Intéressons-nous à présent à l'avenir de l'automobile et aux alternatives proposées pour rouler propre. Direction l'Allemagne, à Hambourg plus précisément, où la société Romano Energy a créé un carburant alternatif à partir de déchets. Déjà présente à Monaco, l'entreprise le distribue à plus de 2500 véhicules, mais aussi aux engins de chantier, aux groupes électrogènes, dont celui du Stade Louis II ou de tous les parkings publics. Mais comment marche ce biocarburant ? Arnaud Humbert et Émilie Flamand ont enquêté, ils se sont rendus à l'université de Hambourg, dans le cœur de la machine qui crée ce diesel vert. De déchets plastiques ou de graisse usagée pour devenir du gasoil, un carburant alternatif allant jusqu'à moins 90% de réduction de CO2. Caoutchouc, huile de vidange de véhicules, une multitude de déchets peuvent être transformés en ce gasoil écologique. Par exemple, dans ce conteneur se trouvent les huiles usagées de l'université de Hambourg qui héberge ce projet. Elles seront ensuite mises dans la machine pour être transformées en gasoil. C'est un cœur de réacteur qui permet de décomposer la molécule qui est très grosse en petites parties de molécules. Et ensuite, grâce à de l'hydrogène vert, on vient réorienter cette particule pour en faire une molécule identique, synthétisée, pour être identique au diesel. Et c'est ici que ça se passe, au cœur de la machine. Here we have the core equipment. We are looking at the reactor. The molecules are getting smaller. We call it cracking. We crack them down. And after that, they distill out of the reactor, go out at the top, go to a cooling equipment. We get the condensation of all the vapors and all the products, and we collect the products at the backside. Here we have a condensation line of the plant, and what we do is a two-stage condensation. We collect two products. The first one is in the so-called gas oil fraction, where we can make diesel fuel and heating oil from. And the second one at the end of the line is in the range of so-called naphtha fraction, where we can make gasoline from. Le produit est ensuite collecté pour être transformé en gasoil. Le produit final est 100% biodégradable en milieu marin et en milieu terrestre. Donc si par exemple vous avez une perte de produit dans la nature, 51 jours plus tard, il n'existe plus. Mais il n'est pas juste non biodégradable, en plus il est non toxique. L'entreprise monégasque produit 10 000 m3 de gasoil vert par an. Elle travaille aujourd'hui avec 250 entreprises, de la récupération de déchets jusqu'à la redistribution du e-gasoil. C'est pour pousser l'écologie encore plus loin que cette machine a été créée. Ces nouveaux concepts qui sont ces caissons qui vont permettre à l'échelle locale de créer un carburant extrêmement éco-circulaire. C'est-à-dire que les déchets alentours vont être transformés en énergie via un carburant de synthèse XTL et redistribués quasiment immédiatement autour du caisson lui-même pour avoir une efficacité augmentée. Pour l'instant, il n'existe qu'une machine comme celle-ci, mais 4 autres devraient être installées en France dans les années à venir. De retour en Principauté où la saison estivale touche bientôt à sa fin, avant de pouvoir dresser un premier bilan de la saison touristique à Monaco, nous avons voulu recueillir le point de vue des restaurateurs. Comment ont-ils vécu cet été ? Les clients ont-ils été au rendez-vous ? Pour le savoir, Patricia Navarro a interrogé le directeur du Malizia Mar, Fabrice Ramirez. Bonsoir Fabrice Ramirez. Eh bien bonsoir, merci beaucoup de nous accueillir.
Avant toute chose, comment vous et vos équipes avez passé la semaine dernière, une semaine de canicule inédite sur la région. Ça a été éprouvant, j'imagine ? Ça a été très très difficile. J'avoue que personnellement et même les équipes, d'ailleurs je les félicite pour cette semaine-ci précisément et de la saison qu'ils nous ont offert. Ça a été une semaine très 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 compliquée. Même les clients, les pauvres, on ne savait plus quoi faire pour leur faire plaisir. On a inventé des boissons un peu hydratantes. On a fait quelque chose de correct, mais c'était assez compliqué. Je pense que là, on va avoir quelques jours encore un peu compliqués, mais après on verra. On avance. Vous avez rendu hommage à vos équipes, justement. On sait que l'hôtellerie et la restauration, c'est un secteur qui doit faire face à des déconvenues en matière de recrutement. C'est souvent aussi l'une des conséquences de la crise Covid, puisque de nombreux employés de ce secteur se sont réorientés à ce moment-là. Vous n'avez pas eu de mal à recruter cet été? Vous étiez au complet? Écoutez, j'avoue que cette année-ci, on a eu beaucoup de chance. Parce qu'on a une très belle équipe depuis le début, depuis qu'on a ouvert, et on n'a pas eu de mal. Je croise les doigts, excusez-moi, jusqu'à la fin de saison, une très belle équipe en cuisine. Des gens dévoués, avec plaisir à travailler, qui m'ont inventé pas mal de plats. On travaille des plats que des produits frais, avec une ardoise, donc il a fallu s'orienter dans ce sens-là. Et au niveau du service, les garçons qui soient ou du métier ou pas du tout, on a réussi à les former. Et les gars, encore une fois, je le précise, félicitations et on leur remercie à chaque fois et un peu plus précisément en fin de mois. Alors le mois d'août n'est pas tout à fait terminé, mais quel bilan global dresseriez-vous de ces 2 mois d'été sur Monaco ? Alors, pour personnellement, dans la maison Malizia, une saison encore parfaite, très belle saison, on en est ravis. Autant au niveau de la clientèle locale, surtout, il y a beaucoup de nos locaux, amis, clients, sociétés qui répondent présents. Belle clientèle de tourisme. Après, chaque période change. Juillet, il y a une certaine forme de clientèle. Août, une autre forme de clientèle. C'est mieux que l'année précédente ? Différente, beaucoup mieux en qualité d'affluence, beaucoup mieux. Et on a ressenti une énorme manne de clientèle, mais beaucoup mieux que l'année précédente, oui, je confirme. Vous nous avez dit que vous comptiez sur la clientèle locale, mais pour ce qui est de la clientèle étrangère, d'où venait-elle ? On a parlé d'un retour massif des Américains cet été sur la Riviera, vous nous le confirmez ? Oui, je confirme une très belle clientèle américaine. La clientèle américaine est très joviale et très amicale. Il suffit qu'on les accueille comme il se doit. On les connaît depuis de longues années. En fait, on vient de les rencontrer et c'est une très belle clientèle, oui. Oui. Et la clientèle asiatique était-elle de retour, elle également ? Alors ici, sur la digue, je ne peux pas dire qu'il se soit énormément, mais oui, on a eu un petit peu. Pas au niveau de la clientèle américaine, mais il y en a eu, oui, je confirme qu'il y en a eu aussi une clientèle asiatique, oui. Fabrice, vous bénéficiez d'une situation hors norme, il faut bien le dire. Jusqu'à quand le restaurant va-t-il rester ouvert cette saison ? Le restaurant, on est jusqu'au 31 octobre, ça c'est ce qui est officiel. L'année dernière, on a eu la chance d'avoir une arrière-saison splendide, donc on a fait les week-ends de novembre. Donc je pense, et je l'espère, cette année on va se diriger sur la même trajectoire. Donc on se donne rendez-vous jusqu'à fin novembre. Et peut-être même alors jusqu'à la fête nationale, s'il y a les week-ends de novembre. Merci beaucoup Fabrice Ramirez d'avoir été notre invité, merci. C'est toujours un plaisir, merci. La Riviera et ses restaurants qui séduisent donc toujours autant, l'occasion de vous faire découvrir ce soir un établissement mythique et emblématique de la Côte d'Azur. L'African Queen tourne une nouvelle page de son histoire. Les lieux situés sur le port de Beaulieu ont été repris par 3 amis monégasques. La renaissance de l'African Queen, c'est un reportage signé Vanessa Dessy et Lionel Bernardi. Devenue mythique grâce à sa clientèle de stars dans les années 60, l'African Queen a marqué les esprits des plus anciens. Plus qu'un restaurant, il était l'un des lieux de rendez-vous incontournables de la Côte d'Azur. Aujourd'hui, une nouvelle vie s'offre à lui grâce au savoir-faire monégasque. On a eu l'opportunité avec Ricardo et Philippe de reprendre cette affaire qui avait ouvert dans les années en 1969. Et donc l'été dernier, on est venu dîner et on a parlé avec Gilbert Vissian, l'ancien propriétaire. Et voilà, on s'est retrouvés à la tête de ce superbe restaurant. Et nous avons décidé de rafraîchir un peu l'intérieur, l'extérieur, avec l'aide de la métropole et
et du groupe Humbert et Poyer. Donc voilà, on est là, on est très fiers, très humbles aussi de reprendre cette affaire et d'essayer de perpétuer, de continuer l'histoire qui a été créée depuis 50 ans. La carte reste inchangée, mais bénéficie de la touche et de l'expérience de ses nouveaux propriétaires. Nous avons gardé pratiquement tous les plats qui avaient été créés historiquement ici. Le four à pizza, un four à bois toujours, donc des pizzas African Queen, une pâte très fine, très croustillante, des salades comme la salade niçoise. On a rajouté quelques plats, un tatin de tomates qui est superbe. Des farcis qu'on a rajoutés, etc. On fait la soca aussi, ici. Et puis voilà, tout le reste, c'était vraiment les poissons de nos maraîchers, les viandes de Ricardo, bien sûr. Grâce à Ricardo, on a des viandes magnifiques. Et puis voilà, on a vraiment gardé l'essence du concept ou de la marque African Queen. Uniquement ouvert le soir pour le moment, les clients semblent déjà conquis. Tout de suite, on a été visité par les anciens, les clients d'antan. Tout le monde arrive ici en ayant visité l'African Queen avec les grands-parents, etc. Et ils adorent, ils ont retrouvé quelque chose. Donc on était un peu anxieux de savoir comment les clients allaient réagir à la nouvelle décoration, puis la nouvelle direction, disons. Mais pour l'instant, ça va. On est assez contents et les clients aussi. Sur la terrasse, à l'étage, le restaurant proposera un lounge dans une ambiance musicale qui sera ouvert tout au long de l'année. Une date à présent à noter dans vos agendas. Le bal du marché est de retour au marché de la Condamine. Ce rendez-vous populaire proposé par la mairie aura lieu le vendredi 9 septembre, place d'Armes. Un esprit guinguette et champêtre régnera au rythme d'une ambiance musicale. Il est parti des Bouches-du-Rhône dernièrement. Le Pirate Blanc a levé l'ancre pour sillonner la Méditerranée afin de collecter des jouets au profit des enfants hospitalisés. Il est actuellement à bord de son voilier. Patricia Navarro l'a interviewé pour en savoir plus sur son projet. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à tous à bord de SCAF, le voilier emblématique des voiles blanches. Comment est née cette belle initiative des voiles blanches ? Alors, elle est née d'une expérience personnelle, d'une conjonction, et notamment celle de ma fille Yuna, qui, il y a 10 ans désormais, a été très gravement malade et véritablement en fait sauvée par les équipes médicales. Et de là, par la suite, elle a été l'initiatrice de ce projet auquel j'ai très vite évidemment adhéré. Et nous avons monté cette initiative il y a 4 ans désormais. Nous fêtons cette année la 4e édition des voiles blanches Betty Masque. Et cela a marché dès le départ. Vous avez reçu un accueil très favorable de la part des municipalités que vous avez sollicitées. Alors immédiatement, à notre grande surprise, et c'est vrai qu'effectivement ça nous a donné beaucoup d'entrain, beaucoup de courage pour continuer l'aventure et puis pour faire toujours mieux et chaque année effectivement se remettre en cause, se perfectionner et puis réserver de nouvelles surprises. Nous aurons d'ailleurs cette année quelques jolies surprises tant au niveau des personnes qui vont nous rejoindre à bord de temps en temps sur quelques étapes que sur certaines arrivées, certains coffres qui, je crois, vont même peut-être être sous-marins cette année. Nous avons plein de belles surprises, en tout cas, qui sont prévues. Vous parlez d'un coffre sous-marin. Rappelez-nous le principe de cette opération. C'est des villes-étapes avec des coffres de pirates qui sont disséminés dans chacune des villes ? Tout à fait. Alors, on fait appel à la générosité, effectivement, en déposant au courant du mois de juin dans plus d'une vingtaine de villes et ports partenaires des coffres de pirates. Nous communiquons ensuite sur le fait, et grâce à vous notamment, qui nous aidez beaucoup, sur le fait que tout au long de la saison, tout un chacun peut y déposer un jouet neuf obligatoirement pour des raisons sanitaires. Et puis, au mois de septembre, ce que nous débutons donc aujourd'hui, cette grande aventure des voiles blanches qui nous allons naviguer de port en port pour aller de Cassis cette année jusqu'à Menton et en passant par la plus longue étape à Monaco, collecter l'ensemble de ces jouets. À bord, une équipe de tournage filme au quotidien toutes nos aventures de façon à virtuellement embarquer les enfants avec nous et chaque soir, les enfants hospitalisés via une chaîne YouTube peuvent retrouver un épisode des aventures du Pirate Blanc dont le bateau se remplit progressivement et qui se rapproche d'eux puisque notre principal partenaire c'est la Fondation L'Enval de Nice et le dimanche 10 septembre, nous arrivons sous leurs yeux avec le bateau, le pirate et son équipage et nous débarquons les jouets sur la plage pour venir les leur apporter. Monaco, c'est
la plus longue étape à partir du 7 septembre. Pour quelles raisons? C'est un peu votre port de cœur? Alors exactement, et puis les voiles blanches sont intimement liées à Monaco. Les principaux partenaires sont monégasques, les principaux ambassadeurs de la manifestation sont monégasques, et puis Monaco joue particulièrement le jeu. C'est pourquoi effectivement nous passons 2 jours et demi, nous arrivons de mémoire le 7 au soir et nous repartons le 9 au matin. Et c'est vrai que nous avons chaque année à Monaco non seulement un accueil, mais aussi une générosité tout à fait particulière. Et donc ça en fait effectivement une aventure avec un très fort ancrage, pour faire un mauvais jeu de mots, monégasque. Et puis cela fonctionne si bien que vous avez collecté, je crois, depuis le début de l'opération, des milliers de jouets. Alors depuis le début de l'opération, j'ai fait exprès le calcul ce matin, nous étions à 6132 jouets depuis le début, et nous espérons encore cette année battre ce record. Mais là n'est pas l'objectif principal de battre des records, c'est surtout d'apporter de la joie, du rêve aux enfants, d'améliorer nos vidéos, de partager de plus en plus avec eux. Et puis, je tiens à souligner qu'il y a aussi un engouement exceptionnel qui se crée tout autour de cette manifestation, à tel point qu'aujourd'hui, les voiles blanches ne sont plus le seul moment phare de l'année, mais nous avons tout un tas d'activités par des gens qui souhaitent partager un petit peu cette aventure et faire profiter les enfants et nous rejoindre dans cette belle aventure. Donc c'est une véritable OPP qui désormais couvre toute l'année. Et donc on le rappelle, pour la communauté monégasque, il n'est pas encore trop tard pour aller déposer des jouets neufs dans les différents coffres mis à leur disposition à Monaco. Tout à fait. Alors ces coffres sont situés à la mairie, sur la place d'Armes, au Yacht Club, dans les 2 ports de Monaco, et nous serons effectivement là du 7 au 9, et il est possible aussi de venir nous rejoindre à bord pour nous déposer un jouet avec un immense plaisir. Nous sommes toujours très heureux aussi de rencontrer les donateurs, et effectivement Monaco occupe une place particulière pour nous, oui. Eh bien voilà, l'invitation est lancée. Merci d'avoir répondu à notre invitation alors que vous voguez de port en port pour récolter des jouets pour les enfants malades. Voilà ce que nous pouvions dire sur l'opération Voile Blanche Betty Masque. Un mot à présent sur l'exposition proposée au Club des résidents étrangers de Monaco. Elle met en valeur le travail de Julian Djorka, un spécialiste de la photo sous l'eau. Yannick de Bever, Hugo Comassa et Alexandre Gougassian vous présentent cette exposition. Ce sont des photos pas comme les autres. Passionné par l'art baroque, Julian Djorka, artiste d'origine roumaine, décide en 2019 de se lancer dans la photo avec une idée bien précise en tête, reproduire les peintures qu'il a pu observer sous les coupoles des cathédrales italiennes. Le but de ce projet, qui s'intitule Consider Origins, c'est de mettre un petit peu en avant le côté spirituel que j'estime, je remarque dans l'art du XXIe siècle, il est un petit peu disparu de l'art. Et l'art aujourd'hui, il est plutôt matérialiste. J'ai voulu mettre en avant un petit peu le côté spirituel, divin dans mes œuvres. L'idée d'utiliser l'eau ne lui vient qu'après de multiples échecs en studio où il ne retrouve pas l'effet dramatique recherché. En 3 ans, l'artiste imprimera finalement une 15aine d'œuvres. Seul prérequis pour les modèles, pouvoir tenir 30 secondes en apnée et pouvoir ouvrir les yeux dans l'eau. J'ai imprimé une bâche avec des nuages par exemple que j'ai mis au fond de la piscine et sur le mur de la piscine. Et on a exercé avant et après on a commencé à shooter sous l'eau. On commençait à 10h du matin et on finissait à 18h d'après-midi. Après le succès de son exposition au Méridien entre janvier et juillet, c'est au Club des résidents étrangers de Monaco que Julian Djorka a décidé d'accrocher ses œuvres. Un lieu habitué des événements culturels où près de 50 nationalités se retrouvent. Un lieu d'exposition qui prend tout son sens pour ce Roumain arrivé en France en 2002, après 8 ans d'études d'art plastique. Je n'ai pas la prétention de me catégoriser dans un style typique. Il faut savoir que j'ai choisi un petit peu les influences baroques qui sont théâtrales, l'amplification de mouvements, l'exagération parfois, parce que pour moi, c'est la période artistique qui a mis le plus en valeur le côté divin et spirituel. Ces expositions développaient l'appétit artistique de Julian Djorka qui s'est tourné vers la sculpture et la peinture, des arts plus bruts qui lui sont chers et qu'il compte bien exposer avant la fin 2023.
Une exposition à découvrir jusqu'au 4 septembre au Crème. Rejoignons à présent Vanessa Dessy pour vos prévisions météo. Bonsoir Vanessa. Quelle est la tendance pour la journée de vendredi, premier jour de septembre ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Pas de grands changements, le temps restera légèrement couvert, les températures iront de 20 à 26 degrés. Le soleil se lèvera à 6h53 et se couchera à 20h07 et nous fêterons les Ingrid. Merci Vanessa et merci à vous de votre fidélité. On se quitte en images avec les photos de Stéphane Dana et l'entraînement de l'AS Monaco de ce matin auquel a participé notamment la nouvelle recrue monégasque, Folarin Balogun. Excellente soirée à tous et à demain, 19h pour une nouvelle édition sur Monaco Info.